Je vous invite à entrer dans un monde où l'imagination n'a plus de frontières. Ici, plus rien n'est rationnel et le quotidien côtoie l'extraordinaire. La réalité, elle, peut basculer à tout moment dans l'horreur. Les émotions s'entremêlent entre la peur, la tristesse et la joie. Dans cet endroit, vous allez vibrer. Vous allez ressentir beaucoup d'émotions. Vous allez vivre. Bienvenue dans mon imagination. Bienvenue dans Creepy Stories. Ce monde est peuplé de créatures peu connues du grand public. L'inconnu peut s'avérer parfois bien plus effrayant lorsque l'on ne connaît pas ce qui se trouve sur notre chemin. Marcus, le protagoniste de l'histoire d'aujourd'hui, en a malheureusement fait les frais. Par un doux soir de printemps, dans les Landes, Marcus, un jeune homme de la région, rentrait à pied jusqu'à chez lui, après avoir rendu visite à son ami d'enfance. Le soleil qui se couchait à l'horizon lui offrait un spectacle sublime. Contemplant ce dernier, il se dit qu'il avait beaucoup de chance de vivre dans cette jolie région. Alors qu'il avançait d'un pas décidé, il apparut au loin, sur le bord de la route, la silhouette d'une jeune femme assise, se tenant dans les mains la cheville droite. Arrivé à sa hauteur, le jeune homme lui proposa son aide, tout en s'inquiétant de ce qui lui arrivait. Après lui avoir montré sa cheville, Marcus en conclut à une belle entorse. Pour la jeune femme, impossible de remarcher sur cette jambe. Le jeune homme, ne vivant qu'à 2 kilomètres de là, eut l'idée de porter cette jeune demoiselle en détresse jusque chez lui. De là, ils appelleraient les secours pour qu'elle soit transportée au centre de soins le plus près. Marcus étant fort et robuste, il n'eut aucun mal à la prendre sur son dos. Il reprit donc sa route, en se félicitant de son dévouement. Et puis, il faut bien l'avouer, la jeune femme était très belle de sa personne, ce qui rendait ce sauvetage encore plus agréable. Finalement, cette rencontre inopinée était plutôt une aubaine pour le jeune sauveteur. Qui sait, peut-être qu'une fois secourus, ils échangeraient leurs coordonnées et se reverraient dans d'autres conditions. C'est donc la tête pleine de rêveries que Marcus avançait à grands pas. Mais celle qui lui semblait si légère au début commençait à lui écraser un peu le dos. Pourtant, il avait à peine parcouru 300 mètres. Ce n'était donc pas suffisant pour qu'elle commence à peser autant. Pensant que c'était dû à la position, à l'aide de ses bras, il redressa cette dernière afin de mieux la centrer au niveau de ses épaules, ce qui fut bénéfique l'espace de quelques mètres. Mais rien n'y faisait. Soit cette fille pesait vraiment lourd, soit ses forces l'abandonnaient déjà. Marcus étant un jeune homme fier, il poursuivit sa route, en souffrant du poids qu'il portait, jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus. Il voulut alors poser sa lourde passagère et faire une pause. Mais là, il comprit que quelque chose de terrifiant se passait. Les bras de la jeune femme qui était posée sur ses épaules étaient entrés dans son corps, comme si il y avait une fusion entre les deux personnes. Impossible de se libérer, de réagir. La chose qui était maintenant sur son dos n'avait plus rien de la jeune femme en détresse. Elle ressemblait à une créature très angoissante, une espèce de momie filasse, blanchâtre, sentant extrêmement mauvais et surtout excessivement lourde. Marcus avait beau utiliser toutes ses forces pour se défaire de cette étreinte, il n'y arrivait pas. Il pliait sous le poids de cette dernière. C'est alors qu'elle s'approcha de son oreille et qu'elle lui susurra. « Porte-moi jusque chez toi, et tu seras libre, je te le promets. » Épuisé, mais déterminé, le jeune homme reprit alors le chemin. Il était effrayé et pressé d'en finir avec cet horrible monstre blanchâtre sur son dos. Il sentait le poids, appuyé, la chair froide, limite graisseuse, touchant son corps, dégoulinant sur ce dernier, tandis que cette créature sifflait, satisfaite de se faire porter et d'avoir joué un mauvais tour à Marcus. Malgré toute sa bonne volonté, le poids à présent excessif le fit plier.
au point qu'il en tomba à genoux. Avec tout ce qui lui restait de force, il essaya de se redresser. En vain. Son corps écrasé par cette créature qui semblait peser de plus en plus lourd. Marcus finit allongé, écrasé par son hôte dont le poids continuait d'augmenter. Bientôt, les membres de Marcus se disloquèrent. Sa cage thoracique se brisa en perforant ses poumons. Tout ça dans un bruit mélangeant les craquements d'eau et les cris d'agonie. La créature se redressa alors. Elle éclata de rire et lui dit « Tu as porté le tac. » Le tac est un monstre métamorphe. Il peut prendre la forme qu'il veut, telle celle d'une jolie jeune fille en détresse. On dit qu'il erre dans les landes et qu'il use de subterfuges pour se faire porter par ses victimes, qu'il tue en augmentant son poids à chaque pas, jusqu'à l'épuisement ou l'écrasement. Si un soir, vous vous baladez dans les landes, et si vous rencontrez quelqu'un qui vous demande de le porter, fuyez le plus loin possible, où vous rejoindrez les victimes nombreuses retrouvées écrasées sur les routes, que l'on pense être victime d'un accident de voiture. Mais ce n'est pas un accident de voiture, c'est le tac. Alors si vous rencontrez le tac, fuyez. Mr. Gloomy. Nul ne sait qui il est, à quoi il ressemble et quel est exactement son rôle. On ne connaît ni sa provenance ni à quelle époque date sa première apparition. Tout ce que l'on sait, c'est que lorsqu'il vient à vous, il est le seul à choisir votre sort. Soit vous avez ses bonnes grâces et il vous laissera lui poser une question. Après avoir répondu à cette dernière, il disparaîtra pour toujours. Soit il vous tue et vous emmène dans les ténèbres. S'il vous plaît, ne le faites pas venir à vous, car vous avez une chance sur 2 de vous en sortir. Mais sérieux, ils savent vraiment plus quoi inventer pour faire flipper le jeune public. Voilà la recette d'une bonne légende effrayante. Un être étrange, un rituel à faire, quelques témoignages postés de ci de là sur Reddit, et 1 ou 2 photos à l'appui. Et voilà, c'est parti pour un nouveau croque-mitaine, pour un nouveau buzz de l'horreur. C'est surtout ce que je m'apprête à démonter cette semaine. Je sais pas vous, mais moi, tous ces faux esprits, ces cryptides en carton-pâte, ça me gonfle au plus haut point. Sérieux, on nous prend pour qui, nous les fans d'horreur? Pour des demeurés? Mr. Gloomy. Sérieux. Il n'y a même pas une preuve de son existence. Certainement encore une invention d'un petit frustré de l'angoisse. Bon, je m'appelle Jim Corwin, mais sur cette nouvelle chaîne YouTube, J'y me crois pas, notez d'ailleurs le jeu de mots incroyable, eh bien je m'en vais démonter toutes les légendes urbaines low cost. Comme vous l'avez compris, le premier à passer à la trappe est Mr. Gloomy. Je vous le concède, c'est pas le plus connu, mais il faut bien commencer en douceur avant de s'attaquer à des stars telles que Bloody Mary. Alors, pour celles et ceux qui ne connaissent pas Mr. Gloomy, voilà comment procéder pour le rencontrer.
Le processus est simple. Il dure 7 nuits. Il vous rencontrera d'ailleurs la 7e nuit. Et s'il vient à vous, comme je l'ai précisé précédemment, eh bien, soit il vous kiffe et du coup vous pourrez lui poser une question à laquelle il vous répondra, soit il ne vous kiffe pas et c'est un aller simple vers les ténèbres. Rien que ça. Bon, il ne me reste plus qu'à espérer qu'il m'aime. Et là, croyez-moi, je vais lui poser une de ces questions qui va lui clouer le bec. Enfin, le bec. On ne sait même pas à quoi il ressemble vu qu'il apparaît toujours dans le noir. Alors c'est génial parce que c'est quand même le genre de créature que personne ne voit. Mais il faut quand même croire à son existence. J'adore. En tout cas, le processus pour rencontrer ce cher Mr. Gloomy est assez simple. Il faut pendant 7 jours, ou plus exactement 7 nuits, se réveiller dans la même pièce, dans le noir complet, et à 3h30 du matin. Comme par hasard l'heure du diable. Ouais, très original. Chaque jour, pendant 1 minute, on aura alors la preuve qu'il va bientôt venir à nous. Sa présence se ressentira de plus en plus au fur et à mesure des nuits. Et nombreux d'ailleurs sont ceux et celles qui abandonnent à la 4e. Ouais. Bon, 1 minute d'angoisse par nuit, ça va aller. Y a pire. Le seul truc qui me fait peur finalement, c'est de ne pas réussir à me lever. Parce que j'ai le sommeil lourd. Aussi lourd que mon humour d'ailleurs. Mais bon, je vais m'y tenir. Pour vous, chers abonnés. Car je sais que c'est ce que vous voulez. En tout cas, un programme sympathique m'attend. Je dois m'attendre à l'entendre respirer. Je dois sentir sa présence. Je vais peut-être même me sentir me toucher. Tout ça dans le noir. Ah ouais, ça nous promet quelques belles minutes de flip. Heureusement que ce ne sont pas des heures, hein. Sinon ça aurait été des flippers. Vous avez tilté l'humour ? D'accord, j'avoue, c'est complètement nul. Mais je vous avais prévenu. Hein. Bon, en tout cas, je vous annonce donc le programme. Dès ce soir, à 3h30, je commence donc le rituel de Mr. Gloomy. Pour que vous le viviez comme si vous y étiez, eh bien j'ai tout installé. Tout un dispositif dans ma chambre. Des caméras infrarouges, des micros hypersensibles, un appareil photo détecteur de mouvement. Un dispositif jamais vu. Incroyable. Pour vous plonger au plus profond de la terreur. Vous m'avez pris pour Squeezie ou le grand JD ou quoi? Je possède même pas 1% de leurs moyens. Alors on va faire avec mon smartphone, hein. Ce sera déjà pas mal. Et puis de toute manière, il n'y a rien à filmer. Car il doit n'y avoir aucune source de lumière pour que Mr. Gloomy daigne bien venir à moi. Alors, ce sera essentiellement le son qui va faire l'ambiance en vrai. Bon allez, j'ai hâte d'être à ce soir. Alors les amis, passez une bonne journée et à cette nuit. Il a l'air de rien se passer. Mr. Gloomy, ne me décevez pas. Faites-moi un signe. Et voilà. Bon, une première nuit très calme. Espérons que ce sera plus mouvementé ce soir parce que franchement, faire sonner son réveil, se réveiller en pleine nuit pour rien entendre, ah, ça m'a l'air d'être un gros fake ce truc. Fuck les fakes. Bon allez, on essaye ce soir. D'ici là, on va les bosser parce que je ne gagne pas ma vie avec YouTube, moi. Allez, c'est reparti pour ce soir. C'est parti pour la deuxième nuit.
Mister Gloomy, vous allez me décevoir une fois de plus. C'est bidon ce truc. Ah, peut-être pas. C'était quoi ce truc? Le petit bruit qui met le doute et qui va presque me faire croire que cette connerie existe. Enfin. Du coup, j'avoue que j'ai hâte d'être à ce soir et de recommencer. Est-ce que Mister Gloomy va me faire un peu plus flipper? Je me le demande. En attendant, c'était bizarre. Mais j'avoue que ça m'a foutu un petit frisson et j'aime bien. Enfin, on verra bien. De toute façon, s'il vient à moi, j'ai une question de ouf à lui poser. Enfin, ça c'est pas pour tout de suite. Hein. Allez, au taf, on verra ça ce soir. Toujours à l'affût du moindre bruit. Il s'est passé quelque chose d'étrange hier, mais je n'ai rien vu bouger. J'espère que cette fois, j'ai l'impression d'avoir entendu un bruit. Merde. Mister Gloomy. Ah, ça n'existe pas. Putain. Merde, je flippe. Bon. À ne rien y comprendre. Ça, c'est mes chaussures. Et elles étaient rangées hier, quand je suis allé me coucher. Puis il y a eu ce bruit à 3h30 du matin, et là, ce matin, je me réveille. Il est 6h, là. Et elles sont là dans ma chambre. Elles ont rien à y faire. Et elles sont là, à côté de moi. Sérieux, ça commence à faire flipper. Je sais pas pourquoi, mais je suis pas du tout à l'aise. Pour cette 4e nuit. C'est quoi ça? Je suis allé voir d'un peu plus près les témoignages sur celles et ceux qui ont osé ce rituel. Et je dois bien avouer que ça me laisse perplexe. Les quelques témoignages que j'ai lus sont formels. Ils sont en tout point identiques, les uns des autres. Mais surtout, ils correspondent exactement à ce que j'ai vécu les nuits précédentes, pendant la minute où Mister Gloomy commence à rentrer en contact avec moi. La première nuit, il ne se passe rien.
La deuxième nuit, quelques légers bruits. La troisième nuit, des objets se déplacent. La quatrième, cette maudite respiration, son souffle glacial. Ok, je ne peux plus le nier. Il se passe vraiment quelque chose de très étrange. J'aurais aimé trouver un sens à ce qui se passe chaque nuit, mais là j'avoue je sèche. J'ai du coup regardé ce qui m'attend pour la 5e et la 6e nuit. Et c'est pas vraiment réjouissant. La 5e, il se fait entendre pour la première fois. Et sa voix apparemment est effrayante. Quant à la 6e, on dit qu'il prend la forme de nos peurs et qu'il rentre en contact avec nous. Super. Je déteste les araignées. Oh pourvu. Pas ça, franchement pas ça. Quant à la 7e, ce sera la question ou les ténèbres. Jusqu'ici, je me suis beaucoup amusé. Mais là, je ne ris plus. J'essaye de me rassurer. Et puis j'ai vu le témoignage d'une certaine Lindsay sur Reddit. Elle y raconte que ces 7 nuits furent vraiment éprouvantes, mais qu'elle y a trouvé une réponse importante dans sa vie. Grâce à Mr. Gloomy, elle a su si l'homme qu'elle aimait en secret avait des sentiments pour elle. Mr. Gloomy lui a répondu que c'était réciproque. Depuis, ils sont mariés et ils vivent le parfait amour. C'est mignon. Mais moi, la question que je vais poser à ce Mr. Gloomy sera bien plus profonde, croyez-moi. Enfin, ça c'est si je tiens jusqu'au bout. Donc, si j'ai bien compris, je devrais entendre sa voix ce soir. On va voir si ça se... Alors, comme ça, tu as une question à me poser. Je viendrai bientôt à toi et tu auras ta réponse. Putain, comment c'est possible? Comment c'est possible? Je finis par me demander si c'est pas mon esprit qui déraille, si c'est pas mon imagination qui invente tout ça. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Qu'est-ce que je pourrais dire ce matin? Si ce n'est que j'ai détesté l'entendre. Mais qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Et dire que j'étais parti pour démonter cette histoire débile. Ce soi-disant Mr. Gloomy. Et là, je suis en train de m'apercevoir qu'il existe. J'ai enclenché un processus dont je ne suis plus maître. Rien ne m'empêche de m'arrêter ce soir, de ne pas me réveiller à 3h30. Mais je vais aller jusqu'au bout. Après tout, la vidéo sera aussi intéressante si je peux prouver l'existence de ce Mr. Gloomy. Et puis croyez-moi, la question que j'ai à lui poser, la réponse va vous intéresser toutes et tous. Alors, rendez-vous cette nuit. Ouais, rendez-vous cette nuit. Voilà. On y est. La 6e nuit avant que... C'est ce soir que Mr. Gloomy va se matérialiser en ce que je déteste le plus. Ce qui me fait le plus peur. C'est pas vraiment compliqué de savoir. J'ai toujours été arachnophobe. Oh mon Dieu, pas ça. Oh non, je veux pas ça, je veux pas. Oh non, s'il vous plaît. Oh non.
Faites que ça s'arrête. Je veux pas. S'il vous plaît. Non, laissez-moi. Ça y est. C'est fini. C'est horrible. Je viens de passer la plus mauvaise nuit de ma vie. Et la pire minute de mon existence. Cette nuit. Quand il est venu à 3h30 du matin. Et il ne m'a pas loupé. Il a pris la forme de ma peur. Je déteste les araignées. Et je l'ai sentie. Elle devait être énorme. Elle est montée sur le bout de mon lit. Et chacune de ses 8 pattes, à travers les draps, a escaladé mon corps, de mes jambes jusqu'à mon torse. J'étais tétanisé. Je préférais mieux même pas savoir ce qu'elle était. Elle était horrible. Ça a duré qu'1 minute. Mais cette minute, elle m'a paru interminable. Interminable. Je sais que ce soir, je vais pouvoir enfin lui poser cette question. Et croyez-moi, la réponse est tellement importante. C'est une question qui nous concerne tous. Je crois que je vais aller me reposer. J'ai pas fermé l'œil de la nuit, je suis crevé. Je vais pas aller bosser aujourd'hui. J'ai hâte d'être à ce soir. Pour en finir une bonne fois pour toutes avec ce Mr. Gloomy. Très bien. On y est. C'est la 7e nuit. Je vais avoir droit à une question. Je veux pas les ténèbres. Allez, Mr. Gloomy. Faites-vous entendre. Faites-vous entendre. Tu as tenu jusqu'au bout. Et je t'en félicite. Tu avais vraiment envie de me poser cette question. Alors vas-y, je t'écoute. Très bien. Alors je vais vous poser une question. J'ai de la chance, c'est pas les ténèbres. J'ai le droit à la question. Ma question, monsieur Gloomy. Ma question, c'est de savoir qu'est-ce qu'il y a après la mort. Ah, ça vous surprend, hein? Vous vous attendiez pas à une question pareille. Eh ben, moi, je pose des questions intéressantes, pertinentes, voilà. Et je réponds tout ça pour rien. Alors, répondez-moi. Pourquoi me poser une question à laquelle tu connais déjà la réponse, hein? Tu veux savoir ce qu'il y a après la mort. Mais tu le sais. Car depuis cette nuit, tu ne vis plus. La mort, c'est les ténèbres. Pas ça. Non.
Papa, tu sais, j'aime bien la maison de grand-père, mais pourquoi il y a cette grande poupée dans la chambre d'amis? Elle me fait peur. Ah ça, je sais, c'est rien ça. Tu sais, si elle te fait peur, tu n'as qu'à plus te rendre dans cette chambre. Elle est étrange, j'avoue, mais elle fait partie de l'héritage de ton grand-père. Tu sais à quel point ce qu'il nous a laissé est important à mes yeux. Oui, mais pourquoi on garde ces choses horribles? En plus, elle fait un drôle de bruit quand je m'approche. Je fais des cauchemars. S'il te plaît, papa, on peut s'en débarrasser. Ah ça non, Julien. Je ne peux pas faire ça. Tu sais à quel point son récent décès est encore douloureux pour moi. C'est encore trop frais tout ça. Et puis, tu sais, cette étrange poupée a une histoire liée à elle. Il y avait une boîte avec, et dedans, une lettre de ton grand-père que je n'ai pas encore eu le temps de lire. Son contenu a l'air assez étrange. Je ne sais pas d'ailleurs si je peux te la lire. Ça ne serait pas vraiment raisonnable. Vas-y, papa, je t'écoute. J'aime bien quand tu parles de grand-père, il me manque à moi aussi. Très bien. Écoute, je vais aller chercher la boîte et on va découvrir ensemble son contenu. D'accord ? Tu veux bien ? Ne bouge pas. J'arrive tout de suite. Elle n'est pas loin. Voilà. Voilà cette étrange boîte. Bon. Alors, on va regarder ça. Alors, tu sais, ton grand-père était chirurgien, comme je te l'ai déjà dit. Il travaillait à l'hôpital de Mulhouse. Mais avant cela, il avait exercé en Allemagne, pendant plusieurs années. C'est là qu'il y a rencontré d'ailleurs ta grand-mère. Alors, on est allemand ? Non, pas du tout. Ton grand-père avait immigré là-bas car il était tombé amoureux de la région de la Forêt-Noire. Il s'est alors installé à Baden-Baden et a travaillé pour une clinique privée en bordure de forêt. Cette lettre vient d'une patiente qui semble liée directement à cette poupée. Elle parle d'elle. Apparemment, tout a commencé alors que ton grand-père n'était pas de garde. Il a été appelé pour une situation, disons, très étrange. Tu sais, ton grand-père était très réputé dans sa profession. Il était connu pour être un excellent chirurgien esthétique. Elle s'était même fait une solide réputation dans la reconstruction des visages abîmés par les accidents de la route. C'est donc tout naturellement que l'on a appelé celui-ci pour le cas de cette patiente. Selon ce rapport, elle s'était présentée à la clinique, seule. Elle semblait perdue, couverte de sang. Elle n'avait aucune idée de la raison de sa venue. Elle ignorait son nom, ne parlait pas, mais surtout elle avait un visage particulier et effrayant. C'est pour cela que ton grand-père a été appelé sur place. Lorsqu'il est arrivé, la patiente avait été admise et se trouvait dans une des chambres des urgences, au service des grands brûlés. Ton grand-père a donc fait son diagnostic. Attends, tu vois ce papier-là dans la petite boîte ? C'est lui qui l'a écrit. Je te traduis. Diagnostic de la patiente nommée H en raison de l'ignorance de sa véritable identité. Elle est arrivée ce 8 septembre 1962, vers 21h20, couverte d'un sang qui n'était pas le sien. Transférée aux urgences, j'ai pu établir un premier diagnostic. Et celui-ci est plus que déconcertant. Comme le démontrent les clichés photographiques ici présents, il est impossible de déterminer son identité, ni son âge, au vu de son visage. En effet, celui-ci a l'apparence d'une poupée de porcelaine, dépourvue de toute forme d'expression. En examinant celui-ci de plus près, il est indéniable de dire qu'il ne s'agit en aucun cas d'un masque collé ou dissimulant un autre faciès. Non, il s'agit bien de sa peau. Une peau épaisse, froide et effrayante. Je peux vous assurer qu'en 10 ans de carrière, je n'avais jamais rien vu d'aussi malsain. Lorsqu'avec mon scalpel, j'ai tenté de décoller un peu cette épaisse couche, j'ai découvert que sous celle-ci, il s'y trouvait un liquide vert, suintant, qui en coulait. Je n'ai bien sûr donc pas insisté. La patiente semblait en état de choc. Hagard, elle ne s'exprimait pas, se contentant de pousser comme des espèces de grognements légers. Elle ne portait aucune blessure sur elle, mais elle semblait complètement perdue. Bien qu'aucune expression n'émanait de son visage si glauque, on voyait bien qu'elle ne savait pas où elle était. Après lui avoir administré un sédatif, je suis rentré chez moi et j'ai étudié un peu son cas. Je n'ai pas réussi à trouver le sommeil cette nuit-là. Cette vision de visage inexpressif m'a hanté, si bien que dès les premières lueurs du jour, le lendemain,
je me suis rendu à nouveau à la clinique. L'infirmière de nuit était encore présente. Je me souviendrai de ce qu'elle m'a dit et qui m'a glacé le sang. Je n'aime pas ça, docteur. Toutes ses fonctions vitales nous prouvent qu'elle est bien en vie, mais son apparence est celle d'une morte. Elle n'a pas fermé l'œil de la nuit et son visage n'a pas changé d'expression durant toutes ces heures. Et puis, il y a ce petit bruit étrange qu'elle émet parfois. Elle n'est pas humaine, docteur. Il faut la transférer ailleurs. Elle fait peur au personnel soignant. Je comprenais complètement la réaction de cette infirmière. La simple idée de passer la nuit avec cette étrange femme suffisait à me donner des palpitations. Mais la curiosité l'emportant, il fallait que je comprenne, que je sache qui elle était, pourquoi elle était ainsi. Afin de déterminer son groupe sanguin, mais aussi pour faire plusieurs analyses, je lui ai prélevé du sang. Je remarquai que pendant que j'effectuais cette prise, elle n'affichait aucune expression, même pas un rictus de souffrance. Pourtant, je dois bien avouer que devant ce manque de réaction, je me suis amusé à la torturer un peu avec l'aiguille, afin de provoquer ne serait-ce qu'un changement d'attitude. Avec le mal que je lui faisais, elle aurait dû réagir. Mais rien. Comme si l'infirmière me disait vrai. Elle semblait morte. C'était si étrange. Et puis, j'ai pu remarquer ce bruit, cet étrange bruit qui émanait d'elle, sans qu'elle ne bouge ses lèvres. Ça ressemblait à un espèce de grognement, un claquement de dents, je ne sais pas exactement quoi, mais sans ouvrir la bouche. Enfin, ce qui lui sert de bouche. C'était très malsain. Et ce n'était malheureusement que le début. J'étais intrigué par cette espèce de masque de peau qu'elle portait. Alors j'ai commencé à découper un peu de sa joue, en espérant la faire réagir. Mais toujours rien. Aucun rictus de souffrance. J'ai alors commencé à soulever la peau de sa joue, en y enfonçant mes doigts. Et ce que j'y ai senti m'a totalement effrayé. Il y avait comme du papier. Oui, du papier. Sous cette peau, un espèce de morceau de papier, imbibé de chair, de sang et de ce liquide vert. C'était horrible. J'ai alors tiré dessus. C'était bien un papier, écrit à la main, plié en plusieurs parties, que j'ai conservé. Ah oui, Julien, tu vois, effectivement, il est là, ce papier. C'est bizarre. Il est comme humide de sang. Alors, voyons voir ce qu'il est écrit dessus. Elle est la sans expression. Elle est la sans réaction. Elle est la sans vie. Elle est la peur. Elle est la mort. Elle est l'horreur. Par pitié, dès qu'elle claque les dents, nourrissez-la, mais qu'avec des choses vivantes. Mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? Écoute, Julien, je crois que tu en as assez entendu. Non, papa, s'il te plaît, laisse-moi écouter. Non, Julien, hors de question. Ce n'est pas de ton âge, tout ça. Allez, papa, s'il te plaît. Obéis-moi, c'est tout. Tu retournes dans ta chambre et tu vas jouer sur ta console. Voilà. Très bien. Bon, faut que je continue à lire ce témoignage. Il m'intrigue vraiment tout autant qu'il m'effraie. Je ne sais pas, mais je ne le sens pas. Je prenais conscience que je n'étais pas face à une simple femme, mais bel et bien une créature inconnue, à quelque chose d'étrange, de fascinant et de terrifiant à la fois. L'après-midi, j'avais prévu toute une batterie d'examens pour elle, mais je n'ai pas eu le temps, car elle s'est échappée. Enfin, pas tout à fait. Disons qu'elle a fui l'hôpital, mais pas le reste. Enfin, je veux dire moi. Après avoir alerté la police de sa disparition, je suis rentré chez moi. Et là aussi incroyable que cela puisse paraître, elle m'attendait, assise, dans mon salon. C'était incompréhensible. Elle ne pouvait pas se trouver là. Mon domicile se trouvait à une 30aine de kilomètres de l'hôpital. Et pourtant, elle était là, inerte, sans expression, effrayante. Paniqué, je me suis précipité sur le téléphone pour appeler la police. Et à cet instant, en une fraction de seconde, elle s'est retrouvée contre moi, son visage inexpressif collé au mien, en faisant cet horrible bruit, comme pour me menacer. Et alors que j'ai raccroché, elle est retournée à sa place initiale, en se déplaçant
à une vitesse incroyable, comme si elle flottait dans les airs. Cette même place qu'elle a gardée un moment, jusqu'à ce que je l'installe dans la chambre d'amis. Car oui, je l'ai gardée tout le restant de ma vie. De toute façon, avais-je vraiment le choix? Je n'ai jamais su ce qu'elle était vraiment, ni d'où elle venait. Je sais juste qu'il faut la nourrir, dès lors qu'elle fait cet étrange bruit. Je ne suis pas fier, mais j'ai opté pour les chats. Il y en a plein qui traînent les rues. Ça va, fort heureusement, elle mange rarement. Je sais que cette histoire est complètement dingue, que je vis avec une étrange créature, effrayante, chez moi. Peut-être que la solitude me pèse trop. Après tout, ça fait longtemps que je suis seul depuis que Myriam est partie, me reprochant de trop travailler. Cette créature, cette chose, elle me tient un peu compagnie. D'ailleurs, le soir, je vais la voir dans la chambre et je lui parle. Elle reste là, à ne rien dire, telle une poupée. Ouais, c'est bien ça, une poupée sans expression. Enfin, un ou deux chats près. Putain, mais c'est pas vrai. Mais quelle horreur. Pourquoi j'ai pas lu cette lettre plus tôt? J'étais tellement occupé avec tous les papiers de sa succession et notre emménagement dans cette maison que j'ai héritée. Merde. Tiens, il reste quelque chose d'écrit là. PS. Vendredi, j'ai invité mon ex-épouse à prendre le thé, Myriam, pour, disons, faire la paix. Lui montrer que je ne lui en veux plus de m'avoir quitté. Qu'effectivement, à l'époque, je travaillais trop et que c'était du coup légitime qu'elle s'en aille. Étrangement, elle a accepté et du coup, j'en suis ravi. En après-midi, je lui montrerai ma poupée, car depuis hier, elle refait du bruit. Je crois qu'elle a faim. Oh non, mon Dieu. Quelle horreur. C'est pas vrai. T'as pas fait ça. Pourquoi? Putain, cette saleté bouffe les gens. Je vais me débarrasser de cette saloperie. Julien, viens voir papa s'il te plaît. Il faut que je te dise quelque chose de très important par rapport à la poupée. Julien, mais t'es où? Julien, mais merde. Il est pas dans sa chambre. Non, Julien, t'es pas allé dans la chambre d'amis, non? J'espère, Julien, non. Oh non! Non! Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Avant de vous laisser profiter de la vidéo de ce soir, j'ai quelque chose à vous dire. Votre ami Creepy s'en va en vacances pendant une quinzaine de jours. Ce qui sous-entend que la quinzaine de jours qui va suivre, vous n'aurez pas de vidéo issue de mon imagination. C'est ainsi, il faut parfois que je me repose, même si pendant cette quinzaine, je ne vais pas lâcher l'écriture pour vous proposer, dès que je serai rentré, beaucoup plus d'histoires. Mais vous savez à quel point je vous aime. Il était hors de question pour moi de vous laisser sans contenu pendant une quinzaine. Alors, j'ai réfléchi à un concept et j'ai trouvé. Celui-ci s'appelle les contes horrifiques d'une nuit d'été. Je vais donc vous convier, pendant la quinzaine qui suit, à 4 nuits où nous allons nous réunir autour d'un feu de camp et où nous allons écouter les histoires de quelqu'un d'autre. Pour ce faire, j'ai invité 4 youtubeurs qui sont arrivés depuis peu dans le monde de la creepypasta. Mais leurs chaînes sont excellentes. Ils ont un talent fou
et méritent tellement plus de visibilité que j'ai trouvé judicieux de ma part de les convier à vous raconter des histoires pendant que moi, je me repose. Vous avez compris, le but est bien sûr de faire découvrir leurs talents et que, ainsi, de cette manière, vous puissiez trouver encore plus de contenu que vous aimez. Et vous allez donc pouvoir vous abonner à ces chaînes, car je sais, chère communauté, à quel point vous allez prendre un plaisir incommensurable à les écouter. J'ai découvert en avant-première les contenus de ces 4 histoires et je peux vous assurer qu'ils se sont pliés en 4 pour vous faire frissonner. Ça va durer donc pendant la quinzaine où je serai en vacances et ça va démarrer dans très peu de temps. Bien sûr, moi pendant ce temps-là, je vais continuer à écrire et je bosse d'ores et déjà sur des suites. Ainsi, je travaille d'arrache-pied sur les suites de Hominum Salvus Project, de 10 jours, mais aussi de Cartoon Cat, car je sais que vous avez adoré ce personnage. Ce sera d'ailleurs une vidéo très importante pour la chaîne, elle sera plutôt très ambitieuse. Mais pour l'heure, on va s'installer et regarder donc la dernière vidéo que je vous ai concoctée avant de partir en vacances. Vous allez vous apercevoir qu'une fois de plus, je traite d'un personnage issu de l'imagination incroyable de Trevor Anderson. Je suis passionné par ce qu'il fait et vous êtes très nombreux à me demander si je vais adapter plusieurs histoires sur plusieurs de ces cryptides. Avec grand plaisir, car franchement, j'adore ses œuvres. Alors bien sûr, je ne le ferai que pour apporter des histoires intéressantes aux personnages. Je ne céderai pas la facilité et je n'irai pas faire des histoires sur des personnages qui ne m'inspirent pas. Voilà. Pour l'heure, je vais du coup vous laisser avec l'homme à la tête à l'envers. Et vous allez voir que, à la suite de cette histoire, vous n'aurez jamais envie de le rencontrer. Allez, je vous laisse profiter de cette vidéo et je vous dis à bientôt sur Creepy Story, la chaîne où vos peurs et vos émotions prennent vie. L'homme au visage à l'envers, appelé aussi l'homme au visage renversé, est grand. Il possède une silhouette effrayante, un long manteau gris, mais surtout il y a cette tête, positionnée à l'envers, arborant un large sourire malsain. Il apparaît dans les endroits, les lieux où la mort frappe, et ce depuis plus d'1 siècle. J'ai étudié son existence, son rôle, ce qu'il est réellement. C'est juste effrayant, très effrayant. Je me suis toujours intéressé au paranormal, au surnaturel, à ces étranges créatures. Et je ne pouvais pas passer à côté de son existence. On ne possède que peu de témoignages de celle-ci, mais ils ont suffi à construire sa terrible légende urbaine. Et croyez-moi, vous n'aurez pas envie de le rencontrer. Oh, non pas qu'il soit agressif, il est même plutôt passif. Et bien que son apparence soit angoissante, il ne montre jamais aucun signe de méchanceté. Il reste là, à se contenter de sourire. Mais alors pourquoi diable redouter un tel personnage ? Vous demandez-vous certainement. Ce n'est pas ce qu'il est qui fait horriblement peur. Non, c'est ce à quoi il est associé. Il apparaît toujours sur des sites où la mort, le drame frappe de manière violente. Se contentant d'être présent, de sourire dans une situation qui ne s'y prête guère. Mais après tout, il a bien ce droit. Il est heureux, lui, dans ces instants macabres, car il se nourrit de tout ça. La peine, la tristesse, le désespoir, le deuil. Il absorbe tout ça, faisant fi de l'état dans lequel se trouvent les personnes mêlées à ces drames. Son existence a commencé à être immortalisée dans les années 1910, lorsqu'il est apparu sur certaines vieilles photos. Elles sont essentiellement des photos d'accidents de la route, ayant provoqué la mort du conducteur, d'un des passagers, ou même tout simplement d'un piéton. Sur certaines, on voit clairement et distinctement l'homme au visage à l'envers, se tenir sur l'arrière-plan, tel un vautour, prêt à se nourrir des ondes négatives d'une telle scène, affichant son sourire malsain, son regard rempli de vide,
cette absence de ressenti, faisant de lui un être cauchemardesque. Sur l'une d'entre elles, on peut même le voir à l'intérieur du véhicule accidenté, à la place de la victime, comme si à sa façon à lui, il se moquait directement de l'aspect tragique de l'instant. À moins qu'il voulait être au plus près des ondes négatives de la scène. Il est dit d'ailleurs que les personnes qui ont pu assister à ces brèves apparitions l'ont entendu siffler, comme le témoigne ce photographe de 1916. Hier, pour le journal, j'ai été amené à devoir faire les photos d'un accident où le notable Edmond Cornouaille est décédé. Alors que je m'apprêtais à prendre une photo d'un énième accident de la route, j'ai soudain entendu ce sifflement sinistre. C'était étrange. Ça sonnait comme une musique mortuaire, mais en un peu plus gai. C'était à la fois effrayant et entraînant. Lorsque celle-ci a cessé, je l'ai vue, sur le siège conducteur. Ça n'a pas duré longtemps, mais assez pour que je puisse immortaliser l'instant. Et puis, j'ai là une preuve de son existence. L'homme au visage à l'envers existe. Et croyez-moi, je n'ai aucune envie de le revoir. Il est associé au drame et à la mort violente. Les photos témoins de son existence sont assez rares, mais croyez-moi, elles marquent les esprits. Comme cette photo, celle d'une réunion donnée pour un anniversaire, regroupant plus d'une centaine de personnes dans une salle des fêtes. On y voit distinctement l'homme à la tête à l'envers en arrière-plan. Vers 23h30, le feu a commencé à prendre dans les cuisines, pour une raison inconnue. Il s'est propagé à une vitesse folle. 87 personnes sont alors mortes brûlées vives. Il n'y a eu qu'une dizaine de rescapés. Parmi ces derniers, l'homme qui a pris cette photo. Il était photographe pour la soirée. Il a expliqué que le feu s'était répandu très rapidement dans la salle, d'une manière anormale, et qu'étrangement, toutes les portes des issues semblaient comme coincées. Il a vu tout autour de lui des gens brûlés, vifs, en hurlant. Et en fond, il a entendu ce sifflement pendant que tout le monde mourait autour de lui. Il ne doit son salut qu'à une fenêtre qui a bien voulu se décoincer, permettant ainsi à une dizaine de personnes de sortir. Mais il est resté traumatisé par cet incendie. Surtout lorsqu'il a découvert en arrière-plan sur la photo l'homme au visage à l'envers. La légende s'est répandue comme une traînée de poudre. On a alors attribué à celui-ci les plus grandes catastrophes. Certains rescapés du Titanic, par exemple, auraient aperçu de leur canot l'homme au visage à l'envers sur le pont qui sombrait. Bien sûr, ça n'a jamais été prouvé. Mais vu l'ampleur de la catastrophe, il a dû être rassasié en tristesse, en pleurs et en deuil. C'est un monstre passif, à l'allure effrayante, et surtout amenant avec lui le malheur, la mort, le désespoir. Voilà, je crois que je n'ai rien oublié. J'ai tout noté sur ce que je sais de lui, sur ma tablette, car finalement peu de personnes connaissent son existence, et ce à quoi il est lié. Il est important que le monde prenne connaissance de ce qu'il est, bien que je doute de l'utilité de le savoir. En effet, si vous le croisez, il est de fortes chances que votre destin soit scellé. Je ne sais pas pourquoi j'écris tout ça. Peut-être ai-je au fond de moi l'espoir fou que quelqu'un puisse tomber sur mon témoignage et le partagerait alors. Comme je ne peux pas le faire ici, vu l'endroit dans lequel je me trouve. Je sais que c'est complètement idiot de penser qu'on puisse me lire, mais à vrai dire, depuis quelques minutes, je ne suis plus vraiment en état de réfléchir. Ce n'est pas le fruit du hasard si je vous parle de l'homme au visage à l'envers, car il se trouve que je viens tout juste de le voir. Ici même. Ouais. Dans cet avion qui nous emmène ma femme Flo, nos 2 enfants Éléonore et Alexis, et moi, en Martinique. Nous en sommes à la moitié de notre voyage. Mais quelque chose me dit que nous n'allons jamais atteindre notre destination. Je l'ai vu lorsque je me suis rendu aux toilettes. Il était là, à me regarder avec ce sourire malsain, comme s'il voulait me transmettre un message, comme s'il cherchait à me faire comprendre que notre fin était proche. J'ai refermé la porte sur lui pour m'éviter cette vision cauchemardesque.
Et lorsque je l'ai rouverte, il n'y était plus. J'ai rassemblé un maximum mon sang-froid et j'ai regagné ma place, calmement, en essayant de ne rien faire transparaître de la peur qui m'avait soudainement envahi. Je me suis installé à côté de ma famille, mon père protecteur, mon mari bienveillant. Mais qu'est-ce que je peux faire? Je regardais Léonore, qui s'était endormie. Je l'envie. Elle semble apaisée, insouciante de ce qui nous attend. Alexis, lui, il joue sur sa console portable. Tandis que Flo, elle lit à mes côtés. Je lui ai pris la main. Je l'ai embrassée dans le cou et je lui ai dit à quel point je l'aimais. Elle a eu l'air surprise de tant de tendresse. Mais si elle savait à quel point je tiens à eux, à tous les trois, si elle savait à quel point j'aime ma famille. Je prends une grande respiration pour essayer de me calmer. Mais je ne peux m'empêcher de penser à ça. À cet homme au visage à l'envers. J'ai l'impression qu'on vit nos derniers instants. D'ailleurs, l'avion commence à trembler. Je serre un peu plus la main de ma femme. Et je me rapproche de mes enfants. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous traversons une zone de turbulence sans gravité. Veuillez attacher vos ceintures et garder votre calme. Merci. Je vous invite à entrer dans un monde où l'imagination n'a plus de frontières. Ici, plus rien n'est rationnel et le quotidien côtoie l'extraordinaire. La réalité, elle, peut basculer à tout moment dans l'horreur. Les émotions s'entremêlent entre la peur, la tristesse et la joie. Dans cet endroit, vous allez vibrer. Vous allez ressentir beaucoup d'émotions. Vous allez vivre. Bienvenue dans mon imagination. Bienvenue dans Creepy Stories. Hiver 1973, Aix-en-Provence. La journée a été douce pour la famille Brignol, au point d'avoir passé ce dimanche dans le jardin de leurs parents à profiter des derniers rayons d'un soleil clément, mais désireux de se retirer pour laisser place aux journées plus fraîches de l'hiver. Toute bonne chose ayant une fin, les voici sur la route du retour, leur voiture qui progresse sur des petites routes de campagne sinueuses et mal éclairées. Le père, Marcel Brignol, discute avec sa femme afin de rester éveillé, car il est tard, et ce dernier a bu un peu plus que de raison lors du repas du soir, pendant que leurs deux enfants, eux, dorment sur la banquette arrière. Malgré ses efforts, ce dernier fait une légère embardée sur le côté. Il glisse pour finir sa course dans un petit fossé. Par chance, personne n'est blessé. Les enfants se sont même à peine réveillés. Mais la voiture s'est couchée sur le côté, embourbée dans le petit fossé qui délimite souvent les champs de la route. Après avoir jaugé la situation, Marcel explique à son épouse et aux enfants qu'il va devoir aller chercher secours auprès d'une habitation proche afin d'appeler une dépanneuse. À cette époque, les portables n'existaient pas. Il ordonne donc à sa femme et à ses gosses de l'attendre sagement là, en s'enfermant dans la voiture. Après avoir acquiescé, ces derniers regardent Marcel s'éloigner dans la nuit sombre sur cette route déserte,
où tombe d'un coup un épais brouillard. Marcel n'y prête guère attention, occupé à presser le pas, tant cette situation ne le rassure pas. Il peste d'avoir été si peu prudent et de s'être laissé tenter à boire un peu plus que de raison. S'il avait été plus raisonnable, il n'en serait pas là. Perdu dans ses pensées, il ne s'aperçoit pas que tout autour de lui, un épais brouillard s'est intensifié. Celui-ci l'entourant presque, jusqu'à ce que ce pauvre Marcel entende ce murmure qui s'élève de ce brouillard dense. « Es-tu vraiment une âme pure? N'as-tu donc rien à te reprocher ?» Prenant conscience de l'étrangeté de la situation, il se met à paniquer et se dit que perdu comme il est dans ce brouillard à couper au couteau, il est plus prudent de retourner à la voiture. Il fait alors demi-tour et se met à courir dans la direction de celle-ci. Il court et court encore, mais le brouillard, aussi étrange que cela puisse paraître, le poursuit. Les murmures aussi. « Es-tu vraiment une âme pure? N'as-tu donc rien à te reprocher ?» Il court à en perdre haleine. Son souffle vient à lui manquer, mais sa voiture n'est plus qu'à quelques centaines de mètres. Alors qu'il l'aperçoit, il se sent saisi par des mains puissantes, des mains qu'il ne distingue pas dans ce brouillard dense. Il semble happé par celui-ci, tandis que sa femme et ses enfants assistent impuissants à ce spectacle effrayant, d'une brume épaisse tournoyant autour de Marcel, criant jusqu'à disparaître. L'épais brouillard stagne alors quelques secondes, semblant flotter dans l'air, laissant apparaître les yeux d'un bleu très clair, avant de s'évaporer dans la nature. Madame Brignol et ses enfants ne seront bien sûr pas pris au sérieux lorsqu'ils raconteront l'étrange sort de Marcel. Les habitants des alentours préféreront mettre ça sur le compte de l'émotion de la petite famille. Pourtant, depuis quelques jours dans ce coin de France, un épais brouillard semblait se déplacer à la recherche de quelque chose ou de quelqu'un. Hiver 1925, Lyon. Hubert de Larieux n'est pas peu fier de sa belle après-midi passée auprès de sa maîtresse, Elisabeth Mondeville. Il faut dire qu'elle est autrement plus attrayante physiquement que sa rombière d'épouse, Micheline Pourvaux. Elisabeth est bien plus sensuelle de sa personne, et le lui a encore prouvé tout au long de ces dernières heures. Mais comme il faut bien retrouver le foyer conjugal, ce dernier remonte la rue Chanzy, dans cette petite ville de banlieue de Lyon. Il fait frisquer ce soir-là, mais par-dessus tout, c'est surtout ce soudain brouillard qui inquiète Hubert. Alors, il presse le pas. Et même si la maison d'Elisabeth n'est qu'à quelques centaines de mètres de la sienne, il préfère accélérer pour éviter de se perdre, tant la brume est épaisse. Et alors qu'il avance, il entend. « Es-tu vraiment une âme pure? N'as-tu donc rien à te reprocher ?» Ces murmures lui glacent le sang. Instantanément, il pense à une mauvaise plaisanterie, d'un idiot dissimulé dans ce brouillard dense. Il se met à courir, mais se sent saisi par les pieds, par des mains puissantes qui le tirent dans le brouillard intense, qui tourbillonne tout autour de lui en couvrant ses hurlements de terreur jusqu'à ce qu'il disparaisse à tout jamais. Hiver 1989, Oulgat. Marie Kiewicki regarde la mer s'agiter en cet après-midi fraîche. Elle contemple ce bout de plage de sa petite ville de Normandie où elle vit depuis sa plus tendre enfance. Cette plage qui se recouvre d'un épais brouillard. Celui-ci est fascinant. Il semble se déplacer tel un être humain. On y distinguerait presque des bras, des jambes et même des yeux. Elle le regarde, perdue dans ses pensées, seule sur cette plage d'Oulgat où il fait si frais. Elle repense à cet après-midi de dispute avec ses parents à cause de son petit frère. Elle sait que ces derniers le préfèrent à elle. Elle sait qu'il restera le petit chouchou de la famille, surtout après le drame vécu 6 ans auparavant. Alors qu'elle bout de colère devant cette injustice, une voix s'élève du brouillard et dit « Es-tu vraiment une âme pure? N'as-tu donc rien à te reprocher ?» Alors qu'elle se lève paniquée d'avoir entendu ces murmures, elle se sent saisie par ce brouillard intense qui tournoie autour d'elle pour la faire disparaître à tout jamais. Hiver 2005, à Lille. Christophe Renzurt roule à vive allure en cette nuit d'hiver sur l'autoroute qui l'amène chez lui. Il est énervé comme jamais, car Caroline, sa petite amie, a vraiment abusé ce soir. Pourtant, la soirée avait bien débuté dans cette boîte de nuit d'Anvers. La musique électro était excellente, ils étaient bien entourés et ils avaient pris ce qu'il fallait pour tenir toute la nuit. Mais comme à son habitude, il a fallu que Caro exagère,
qu'elle en prenne trop, au point de draguer son pote Julien, ce qui l'a bien sûr mis dans une colère noire, au point de la frapper. Bien sûr, on ne frappe pas une femme, mais là elle l'avait cherché, pense-t-il. Et alors que sa voiture fonce à toute allure sur cette autoroute, il est d'un coup obligé de ralentir car un énorme brouillard dense est tombé subitement sur ce dernier. Il donne un coup de frein, un peu trop brusque, et fait un tête à queue, avant de finir sa course folle sur la bande d'arrêt d'urgence, sans encombre. Après s'être remis de ses émotions, il sort de sa voiture en soufflant, pensant qu'il l'a échappé belle. Christophe se sent invincible à cet instant, sans se rendre compte que ce brouillard semble l'avoir suivi. Il n'aura pas le temps de réagir lorsqu'il entendra ces murmures. « Es-tu vraiment une âme pure? N'as-tu donc rien à te reprocher ?» Il sera happé par ce brouillard, tournoyant tel un démon autour de lui, pour finir par s'évaporer avec ce dernier. Ces étranges histoires aux époques différentes ont pourtant tout un point commun, ce brouillard intense, à quoi d'ailleurs viennent s'ajouter ces murmures, venant épaissir ce terrible mystère. De tout temps, il semblerait que des disparitions de personnes soient liées à cette brume intense, au point que j'ai du coup étudié ce phénomène et fait de nombreuses recherches, pour finir par peut-être avoir trouvé une explication. Dans de très anciennes coutumes des pays scandinaves, on parle d'un être brouillard qui viendrait prendre les âmes des mauvaises personnes pour les emmener directement droit en enfer. On l'appelle le smogman, et on se sert même de lui pour terrifier les enfants et leur apprendre à bien se comporter chaque jour. Efficace comme méthode, non? Mais il subsiste une question. Pourquoi ce smogman s'en est-il pris aux 4 protagonistes des histoires que je viens de vous raconter? Certes, Hubert était un homme infidèle, mais pas au point d'aller brûler en enfer. De même que pour la jeune Marie qui, même si elle détestait son petit frère, ne méritait pas pareil sort. Christophe, quant à lui, s'était montré violent avec une femme, ce qui en soi est inadmissible. Mais une leçon de vie n'aurait-elle pas été plus judicieuse qu'un aller simple pour l'enfer? Et que dire de Marcel, ce bon père de famille, à qui on pouvait juste reprocher son penchant pour l'alcool? À moins que ce monsieur Hubert, mari infidèle en 1925, n'était autre qu'un horrible militaire gradé pendant la guerre de 14-18, dont la spécialité était la torture, pour faire parler les soldats allemands captifs. C'était un virtuose des pires sévices corporels, y prenant même un malin plaisir. Avouez que là, ça mérite bien l'intervention de ce smogman. Et la jeune Marie, ce drame familial dont elle faisait référence, n'était-il pas lié à sa petite sœur qu'elle détestait, au point de l'avoir étouffée alors que celle-ci n'était qu'un bébé d'à peine 3 mois? Cette même haine qui lui faisait déjà réfléchir à la façon dont elle allait se débarrasser de ce petit frère de 2 ans. La visite de Smogman est amplement méritée, non? Et pour Christophe, ce jeune homme abject qui a déjà à son actif de la violence conjugale et de la consommation de stupéfiants. Bon, un bien joli dossier. Mais Smogman est venu pour une toute autre raison. Ce cher Christophe était aussi un beau pervers, ayant à son actif plus de 6 viols commis à l'aide du GHB, cette terrible drogue du violeur. Oui, Smogman a eu bien raison de venir nous débarrasser d'une pareille ordure. Et Marcel Brignol, mon cher père, que j'ai vu disparaître devant moi cette nuit de 1973, alors que je n'avais à l'époque que 6 ans. Qu'avait-il bien pu faire? En fouillant toutes ses affaires, ma mère a fini par le savoir. Une nuit, alors qu'il était parti chez notre oncle, il avait tellement bu qu'il a dû dormir chez lui. Mais le lendemain matin, alors qu'il prenait la route pour rentrer chez nous, enfin, il a renversé une gamine qui se rendait à l'école en vélo. Sûrement parce que ce père abject n'avait pas complètement fini de dessouler. Et comme un lâche qu'il était, il a préféré enterrer celle-ci dans un champ, plutôt que d'aller se rendre à la police, faisant de lui un meurtrier pitoyable. Je ne remercierai jamais assez Smogman de m'avoir débarrassé d'un tel paternel. Finalement, Smogman n'est pas une mauvaise entité. Il nous débarrasse des vermines qui empoisonnent notre époque, qui en a grandement besoin. Dans ma longue recherche, j'ai découvert, pour je ne sais quelle raison, que celui-ci revenait parmi nous tous les 16 ans. Et oui, 1973, 1989, 2005, 16 ans. Et toujours en hiver.
savez quoi? Hiver 2005, plus 16. Je vous laisse faire le calcul. Vous voilà prévenu. Il va bientôt revenir. Et il est temps d'apprendre à se méfier du brouillard. Il est peut-être temps aussi de se poser une question. Es-tu vraiment une âme pure? N'as-tu vraiment rien à te reprocher? Ne fais pas ci, ne fais pas ça, ou Smogman te prendra, et sois gentil, ne le déçois pas, ou le brouillard t'avalera. La brume s'est-elle épaissie chez toi, c'est qu'il s'approche à grands pas, et si jamais tu entends sa voix, c'est qu'il est venu pour toi. Brume, brume, laisse-moi, je ne veux pas aller là-bas, brume, brume, lâche-moi, trop tard Smogman est déjà là. Ok, c'est quoi ce délire? Je vois rien, il fait si noir. J'y comprends rien. D'abord, où est-ce que je suis? Putain, pourquoi il fait si sombre? Je vais tâtonner pour voir où je suis. Faut que je trouve les murs. Dès que je les trouverai, je vais chercher un interrupteur pour allumer ce putain d'endroit. Il y a une drôle d'odeur ici, c'est humide. Ah. Les murs sont mouillés. C'est dégueulasse. Ah putain. Mais où est cette maudite lumière? Merde. Et comment je suis arrivé ici, moi? Bon, restons calmes. Ça sert à rien de paniquer. Je vais bien finir par trouver. Fais chier. J'ai longé les 4 murs de cette pièce qui semble être carrée. J'ai rasé ceci de haut en bas, le plus haut que je pouvais. Mais j'ai rien trouvé. Merde, c'est quoi ce délire? Putain, j'ai passé 2 heures à hurler pour qu'on vienne me sortir d'ici. Mais personne n'est venu. J'ai fini par laisser tomber. Par me poser assis là sur ce sol humide. À attendre qu'on vienne me sauver ou m'achever. J'ai aucun souvenir de ma venue ici. La dernière chose dont je me souviens, c'est ce bar où je suis sorti hier soir. Et le fait que j'ai trop bu une fois de plus. Merde, je savais que tout ça finirait par me foutre dans une merde noire. J'ai fini par m'endormir. De toute façon, qu'est-ce que je peux bien faire d'autre? Je suis seul, plongé dans l'obscurité la plus profonde. Je ne sais même pas où je suis. Et je me parle à moi-même, tel un malade. Pourquoi faire? Me rassurer alors que la situation n'a rien de rassurant. Et ce n'est pas le fait de me causer qui va la rendre ainsi. Je suis foutu. J'ai pensé que j'étais mort, ouais. Peut-être que c'est ça la mort. Mais en fait, j'ai des sensations d'un être vivant. J'ai faim, j'ai soif. Je suis si inquiet. Oh putain. Je repensais à la soirée d'hier. Les gens avec qui j'ai parlé. Mais mes souvenirs sont flous. J'ai le cerveau complètement embrouillé. Je ne sais même plus si on est le jour ou la nuit. Je commence sérieusement à avoir froid. Je tremble de partout. Ce qui m'arrive est un véritable cauchemar.
Putain, je sais que j'ai pas toujours été un mec bien. J'ai fait des conneries, mais rien qui mérite que ça m'arrive. Non, vraiment. Bon, c'est vrai que je suis un peu alcoolique sur les bords et que je me suis parfois mal comporté avec les autres. Mais je suis désolé. Et puis, qui ne fait jamais de mal dans sa vie, hein? Qui? Putain de merde. Si vous m'écoutez, je m'excuse. J'ai compris la leçon. Mais par pitié, laissez-moi sortir d'ici. Je vous en supplie. Laissez-moi sortir. Je réfléchis à toutes les personnes qui pourraient m'en vouloir au point de me faire subir ce supplice. Mais honnêtement, je vois pas. Mon ex-femme, Martha, ok. Je l'ai trompée, je l'ai pas toujours bien traitée. Mais je suis un bon père pour nos enfants. Elle ne ferait pas ça. Puis je lui ai quand même laissé la maison, alors. Mon frère Jérôme, avec qui je me suis souvent disputé, mais rien qui mérite un tel traitement. Ma sœur, ouais, la petite grosse comme je l'appelle. C'est vrai que j'ai pas toujours été cool avec elle, mais je suis son frère, elle me ferait pas subir un truc pareil, non. Mais merde, putain, qu'est-ce que je fais ici? Mes souvenirs de ma soirée me reviennent un peu. J'en ai vu du monde ce soir-là. Cette serveuse, elle était jolie comme un cœur. Mais elle était si désagréable. Il y avait aussi cette vieille connaissance du lycée que j'ai rencontrée par hasard. Et puis ce groupe de jolies filles qui étaient là pour un enterrement de vie de jeune fille. Ah, j'ai bien aimé plaisanter avec elles. Je vois pas. J'ai beau me retourner la tête dans tous les sens, je vois vraiment pas. Qui c'est qui aurait pu me faire ça? J'en peux plus. Aidez-moi, s'il vous plaît. Quelqu'un à l'aide. Je deviens fou. J'ai beau réfléchir tant que je peux, j'ai l'impression de tourner en rond. Je me suis remémoré toute cette soirée. Et je n'arrive pas à me souvenir de ce qui s'est passé à la fin. La dernière chose dont je me souviens, c'est cette serveuse. Et puis cet homme aussi un peu âgé et excentrique. Il portait des lunettes de soleil en pleine soirée. Il était drôle et un peu fou. Il racontait des conneries. Mais c'est pas lui, il était bien trop inoffensif pour me faire du mal. Eh bien, il était temps. J'ai cru qu'on n'allait jamais y arriver. Qui est là? C'est vous, pauvre fou? Allumez la lumière. Montrez-vous. Pourquoi vous m'avez fait ça? Je vous ai fait quoi, moi? Allons. Une seule question à la fois. Je m'appelle Dermond Judex. Appelez-moi donc Judex, ce sera plus facile. Si vous avez un tant soit peu des notions en latin, vous devez savoir ce que cela veut dire. Ça veut tout simplement dire démon juge, rien que ça. Et oui, j'aime à traîner les soirs sur terre dans ces lieux de perdition que vous appelez des bars. Je discute de ci de là, avec des âmes troublées, toutes les nuits. Et j'applique sur celle-ci une sentence amplement méritée. Qu'est-ce que vous me racontez, là? Mais vous m'avez fait quoi? Je suis mort? C'est ça? Non, mon ami, la mort serait bien trop délicieuse pour vous. Disons que je vous ai fait subir quelque chose de particulier, d'adapté à la noirceur de votre âme. Je vous ai observé toute cette nuit au bar, à boire, à être arrogant, voire insultant avec cette serveuse qui vous plaisait tant, à être vicieux, au point de mettre mal à l'aise ce groupe de femmes venues pour un enterrement de vie de jeune fille. Vous avez gâché leur soirée, vos remarques, vos regards lubriques, et que dire de la manière dont vous m'avez traité? Vous m'avez insulté de vieux fou, ignorant que vous aussi un jour vous en deviendrez un, à votre tour. Vos excès vous ont conduit ici, et vous êtes le seul responsable de ce qui vous arrive. À présent, il est temps de prendre conscience de vos péchés. Tendez les bras et ouvrez vos mains grandes ouvertes. Pourquoi est-ce que je ferais ça? Pourquoi vous me faites subir? Je mérite pas ça. Et allumez cette putain de lumière, montrez-vous, vieux lâche. Je vous le ferai payer, moi, vous allez voir. Vous voulez sortir de cet endroit? Oui ou non? Alors faites ce que je vous dis. Tendez les mains vers moi. En vous souvenant
de toutes ces femmes que vous avez violées du regard d'abord, comme cette pauvre serveuse ou ce groupe de filles, mais aussi pour celles dont vous avez abusé, après les avoir forcées à vous accompagner chez vous, en ignoble manipulateur que vous êtes. Mais qu'est-ce que vous racontez? J'ai jamais fait ça. Elle le voulait, si elle me suivait. Oui, bien sûr qu'elle le voulait, dans votre tête de pervers. Mais en êtes-vous si sûr? Clara, pour ne prendre que cet exemple, se sent sale depuis ce jour où vous l'avez saoulée, avant d'abuser d'elle. Et ce n'est pas la seule. Il est temps à présent de vous donner ce qui est votre sentence. Voilà. Ouvrez les mains. Je mets ceci dans votre main droite et dans votre main gauche. Voilà. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est dégueulasse. Allumez, allumez, je vous en supplie. Dans votre main droite, vous avez saisi votre entrejambe, responsable de vos pulsions, mais aujourd'hui dissociée de votre corps. Quant à la gauche, ces petites billes ne sont rien d'autre que vos yeux, que je vous ai retirés vu l'usage que vous en faisiez. Et oui, à vrai dire, depuis le début la lumière est allumée. Vous n'êtes absolument pas dans le noir. Ce voile blanc devant mes yeux, cette incapacité de bouger, de le retirer. Je suis conscient de tout ce qui m'arrive, et je me souviens de tout. J'ai d'ailleurs signé pour ça. Ce contrat, ces expériences, l'argent qui me serait versé à la fin de celui-ci. Ces recherches sont top secrètes, et je devais signer une charte de confidentialité. La recherche de la vie éternelle pour tous ces vieux nantis qui ne veulent pas mourir. Et tous ces professeurs, ces chercheurs corrompus à coups de milliers d'euros. Remarquez, je ne vaux pas mieux qu'eux. Moi, j'ai signé pour être leur cobaye pendant 6 mois, au bout desquels, si je sors vivant, j'empocherai 1/2 million d'euros. Finalement, qu'est-ce que 6 mois dans une vie? Pas grand-chose. Ça en valait la peine. Bon, bien sûr, les expériences faites sur moi n'étaient pas non plus les moins dangereuses. Ces professeurs me plongeaient dans un état de mort clinique, pour ensuite tenter toutes leurs petites expériences, leurs produits censés me redonner la vie et faire de moi un être éternel. Si ça échouait, bien sûr, ils se rabattaient sur la médecine classique, à coups de défibrillateurs, d'adrénaline. Bref, tout ce qui peut ramener un mort en bonne santé à la vie. Sur le contrat, ils devaient me faire subir ça 1 fois par mois, pas plus. Le reste du temps, j'avais le droit à toute une batterie d'examens. Hier, c'était la 6e fois. La dernière avant la fin de mon contrat, avant la libération et la richesse. Alors autant vous dire que j'étais pressé d'y être et d'avoir fini avec tout ça. J'avais le sourire lorsqu'ils m'ont injecté leurs produits. Mais là, je ne l'ai plus. Ce blanc qui voile ma vue, c'est celui d'un drap. On dirait bien que je suis mort. Mais que l'un de leurs remèdes a fonctionné à moitié. Je vois clair. Je peux penser. Je ressens le drap sur mon visage. Mais je ne peux absolument pas bouger. Pas m'exprimer. Et ce drap. Pourquoi faut-il toujours que l'on mette des draps sur le visage des morts? Mais mon inquiétude est tout autre. Je me souviens de la clause 17 du contrat. Celle qui les autorisait à faire une autopsie complète en cas de décès du cobaye. Je vais donc vivre celle-ci en étant à moitié vivant. Oh mon Dieu. Faites que je meure le plus vite possible. Je crains bien que le blanc de ce drap ne va laisser place au rouge.
Dans notre monde, souvent immonde, je veux mettre de la couleur pour effacer la noirceur. Je lutte contre mes démons intérieurs qui se terrent au plus profond de mes peurs. Je veux aller mieux, mais certainement pas pour eux. Je veux aller bien, et ce, dès demain, car il est temps, il est l'heure de baigner dans le bonheur. Mais si j'échoue, alors il meurt. 6 mai 1988. J'ai 7 ans. C'est nul d'avoir 7 ans. Tu n'es plus petit, mais tu n'es pas encore grand. On te dit de te débrouiller, qu'il est temps que tu saches faire tes lacets, mais tu n'es même pas assez grand pour revenir seul de l'école. C'est marrant, c'est un peu comme le temps. Il ne fait pas assez chaud pour enlever son gilet, mais il fait vraiment trop chaud pour le garder. J'ai tellement de questions qui se bousculent dans ma tête que je ne vois même pas arriver le point de Damien, le caïd de l'école, qui heurte mon visage avec une telle violence que mon nez se met à pisser le sang. Ça fait un mal de chien si on se concentre sur la douleur, mais c'est supportable si on lutte contre. Lutter contre la douleur, moi j'y suis habitué. Les coups de mon beau-père sont bien plus violents que ceux de ce caïd de pacotille. Je frotte un peu mon visage et je lui dis en souriant: j'ai connu une fillette de 4 ans qui cognait bien plus fort que toi. Une telle remarque de son souffre-douleur préféré le vexe au plus haut point, surtout devant sa bande de moutons écervelés, voyant dans ce mononeuronal un véritable leader, un chef de bande. Je suis à terre, et les coups de pied se mettent à pleuvoir, jusqu'à ce qu'enfin un surveillant mette fin à mon calvaire. Frustrant du coup cette petite frappe qui s'en donnait à cœur joie avec ses pieds, mais qu'on lui donne un ballon à ce con. Ils sont nombreux, autour de moi. Certains rient, d'autres sont choqués. Charlotte, elle me tend la main. C'est bon, je vois de la couleur dans la noirceur. J'ai toujours foi en l'être humain. 7 novembre 1994. Le collège est un passage si difficile dans la vie d'un jeune intellectuel comme moi. Le premier de la classe a des amis uniquement que pour leur faire leurs devoirs. Soyons logiques, il faut parfois se montrer généreux avec son prochain, aider les pauvres d'esprit. Alors je fais un petit trafic de devoirs non surveillés. Moyennant une petite pièce d'1 franc, je fournis un travail qui garantit une note entre 15 et 20. Finalement, ce n'est pas cher payé. Chacun son trafic dans la cour de récréation. Moi, c'est les bonnes notes. Greg, lui, c'est les photos porno arrachées des magazines mal cachés de ses parents. C'est dingue ça, il fait 5 fois plus de recettes que moi. Je comprends à 13 ans que le cul vend plus que l'intellect. Il me montre une de ses photos, et qu'il est triste de voir que pour de l'argent, des femmes sont amenées à faire ce genre d'actes. Charlotte, elle ne fera jamais ça. Elle est bien trop respectueuse de sa personne. Ce soir-là, je raconte à ma mère à quel point je suis choqué de la photo que j'ai vue au collège. Elle essaye de me rassurer, m'expliquant avec une très grande ouverture d'esprit que le sexe fait partie de la vie. Maman a le don de rendre beau ce qui ne l'est pas. Elle met de la couleur dans la noirceur de l'univers. J'adore l'écouter. Mais ce soir-là, mon horrible beau-père qui a entendu notre conversation balance un... Eh bien, bravo mon garçon. Tu viens d'apprendre que toutes les femmes sont des salopes. Même ta mère. en lui claquant sa main sur la fesse droite. Les yeux de maman se remplissent instantanément d'eau. Ce que je hais ce type. Mon regard en dit long. Elle me regarde, après l'avoir vu s'éloigner, et me dit alors: Ne t'inquiète pas, mon garçon. Un jour, j'aurai la force de quitter cet idiot. Et nous vivrons à deux, heureux. Puisse-t-elle dire vrai? En tout cas, j'ai foi en toi, maman. J'ai foi en l'être humain. 6 juillet 1997. C'est drôle cette proportion à s'inquiéter alors qu'on est sûr du résultat. J'avance vers la liste des reçus au baccalauréat et je sais très bien que j'ai bossé pour l'obtention de celui-ci.
Mais j'ai quand même cet étrange doute du « et si je ne l'avais pas ?» Mais finalement, quelques minutes plus tard, je découvre mon nom, accompagné d'une mention « très bien ». À cet instant, il n'y a plus de noirceur. Je suis entouré de couleurs. Je cours annoncer la bonne nouvelle à maman, qui travaille au pressing de la rue Chanzy. En arrivant, je me rends compte à quel point je n'aime pas cet endroit. Il y fait chaud et humide en cette journée de juillet. Maman est en train de repasser dans la vapeur. Elle a l'air si fatiguée. Elle me regarde. Je mets fin au suspense. Je l'ai, maman. Mention très bien. Sur son visage coulent des larmes de joie. Elle me dit alors: Je suis si fière de toi, mon enfant. Tu auras une brillante situation. Pas comme moi. En sortant de cet endroit irrespirable, je ne sais plus si je suis heureux ou pas. Je prends conscience à cet instant que maman a une vie de merde. Un boulot pourri, un mec complètement con. T'inquiète, maman. Je te sortirai de là, je te le promets. Je décide pour me sentir mieux d'aller voir Charlotte, mais aussi pour lui annoncer la bonne nouvelle. Elle est si sympa avec moi. Lorsque j'arrive au coin de sa rue, je la vois embrasser un autre garçon. Marc, un nouveau dans le quartier. Je suis anéanti. Je prends conscience, vu la douleur que je ressens, que j'aimais Charlotte d'amour, que ce n'était pas juste une amie à mes yeux. En les regardant s'enlacer, je comprends aussi à quel point la beauté physique est importante. Charlotte est resplendissante, elle se marque et beau garçon, et elles vont si bien ensemble. Les belles personnes sont faites pour s'unir. Je suis bien trop insignifiant physiquement. Je rentre dépité chez moi. Cette journée qui devait être l'une des plus belles de mon existence s'est noircie. Plus de couleurs, que de la noirceur, accentuée par ce con de beau-père qui, dès que je passe la porte, me dit: Alors, tu l'as eu, abruti? Tu crois que ça fait de toi quelqu'un de bien? Tu vaux pas mieux que les autres, pauvre naze. Il a vraiment pas bien choisi son moment, celui-là. Je lui réponds alors: Bravo, je te félicite. Tu as réussi à faire une phrase cohérente. Sujet, verbe, complément. Tu progresses. Dommage qu'il faut toujours que ta façon de t'exprimer soit si limitée. Mais je ne t'en veux pas. Tu n'as pas eu ton bac, toi. La seule réponse fait très mal. Une droite bien placée, accompagnée d'insultes en tout genre. Je monte dans ma chambre, préférant ne plus l'écouter, l'insulte étant la réponse du pauvre d'esprit, et pestant contre cette journée qui devait être belle, mais qui à ce moment-là s'enfonce dans l'obscurité. J'allume alors la télévision pour tomber sur les infos locales, et j'apprends qu'un jeune homme s'est tué en s'empalant sur des grilles, alors qu'il était grimpé sur un toit pour récupérer un ballon de foot. L'annonce de son nom me remplit de joie. Damien Soreno, le caïd de mon école primaire, le connard qui me boxait à chaque récréation. On dirait qu'il a donné le coup de pied de trop en voyant son ballon sur le toit et glissant lorsqu'il est allé récupérer celui-ci pour aller s'empaler sur des grilles. Voilà une mort qui ne manque pas de piquant. Ah, finalement, il y a de la couleur qui revient. J'ai foi en l'être humain à nouveau. Merci Damien. 13 octobre 2004. Ils m'ont promis un avenir radieux au sein de leur établissement, que je serais certainement un grand de la finance. Attention messieurs, je n'aime pas les promesses non tenues. Bon, donc situation confortable avec possibilité d'évoluer, c'est fait. L'objectif est rempli. À présent, je peux travailler sur les deux autres. Me trouver une femme pour être comblé sur le plan privé et sortir ma mère des griffes de cet abruti. Je vais pouvoir, avec le salaire confortable que je vais toucher, lui louer un petit appartement rien que pour elle et ainsi la mettre à l'abri. Demain, je chercherai activement celui-ci. Pour ce qui est de trouver une femme, par contre, ça va être plus difficile. Je regarde mon reflet dans le miroir et je suis en toute honnêteté avec moi-même d'un physique on ne peut plus banal.
je ne peux pas compter là-dessus. Par contre, je suis plutôt quelqu'un d'instruit, ce qui devrait m'aider d'une certaine manière. Et puis au pire, j'ai de l'argent, et vu le pouvoir qu'a celui-ci sur certaines femmes. D'ailleurs, en parlant de femmes, il y en a une qui me fait les yeux doux depuis quelques semaines. C'est Charlotte. La pauvre s'est fait jeter comme une malpropre par son cher Marc, qui batifole déjà avec une autre. C'est pour ça que je lui ai donné rendez-vous dans ce café, pour discuter et lui remonter le moral. Elle a tant fait pour moi lorsque nous étions enfants. Je lui dois bien ça. Je la vois là, sur le coin du trottoir à m'attendre. Je m'arrête avec mon véhicule à sa hauteur. Je gare la voiture et j'arrive, Charlotte. Ne bouge pas, hein. Alors que je lui dis ceci, je la vois regarder ma belle voiture. Un 4x4 flambant neuf. Des étoiles dans les yeux. Ça ne dure qu'un instant, mais je vois bien qu'elle n'a Dieu que pour mon véhicule. Et qu'elle n'a même pas daigné poser les yeux sur moi. Très bien. Je redémarre, mais je ne vais pas me garer. Je décide finalement de fuir le plus loin possible de cette fille, qui était si pure avant, mais qui malheureusement semble corrompue par l'intérêt et l'argent. Jadis, elle n'était que couleur, mais aujourd'hui j'y ai vu de la noirceur. Désolé Charlotte, mais je fuis toute forme de noirceur. Je la raye de mes amis. Je préfère finalement aller chercher ma maman à son travail. Elle ne me déçoit jamais. Je vois son sourire d'ange lorsqu'elle monte dans ma voiture. Je t'emmène faire du shopping, maman, et nous irons déjeuner ensemble. Je passe une après-midi incroyable avec maman. Je la vois essayer des vêtements, rire aux éclats. Je lui paye une robe qu'elle n'aurait jamais pu s'offrir. Elle refuse, mais voyant mon insistance, finit par accepter. Puis nous allons déjeuner, dans un de ces restaurants chics, un de ces endroits pleins de couleurs, sur les murs, dans les assiettes. Mais de la noirceur subsiste dans ce serveur, qui regarde avec un air de dégoût ma maman, qui n'a pas vraiment le style de femme, qui viennent dans ce genre d'établissement, pour déjeuner. Je repère son petit jeu. Alors je lui demande de s'approcher, et je lui dis « Combien vous touchez par mois pour faire ce petit boulot ?» Pardon, monsieur ? J'ai dû mal comprendre. Non, vous avez très bien compris. Vous touchez combien pour ce travail ? Je n'ai pas le droit de vous le dire. Voyons, c'est combien à peu près ? 1500 € par mois ? Quelque chose comme ça ? Eh bien écoutez-moi bien. Regardez, je vous prépare un chèque de 2000 € que je signerai et que vous empocherez en pourboire si vous vous montrez au petit soin avec ma mère. Vous comprenez ce que je vous dis ? Vous allez la chouchouter, la traiter comme une reine. Vous avez compris ? Très bien. Alors en piste et ne me décevez pas. Lapin Dugain a transformé cet abruti hautain en un larbin au service de ma mère, gêné par tant d'attention. Mais c'était si drôle à voir. À la fin du repas, je lui ai dit que c'était pas mal, mais qu'il était dommage qu'il n'avait pas réussi à retirer son expression de dégoût de son visage, à moins que ce ne soit son air naturel. Bon prince, malgré tout, je lui laisse une pièce de 2 € en pourboire. Je ramène maman chez elle. Ce fut une après-midi splendide. Avant qu'elle ne sorte de la voiture, elle se tourne vers moi, me sourit et me dit « Ton père aurait été si fier de toi. C'était un homme bon, avec un grand cœur. » Je sais, maman. Un homme au grand cœur, mais trop fragile. Cet infarctus nous l'a enlevé bien trop tôt. Maman, je vais te sortir de là, je te le promets. Elle me sourit, les larmes aux yeux en s'éloignant, pour regagner sa misérable existence. Mais, à cet instant précis, j'ai foi en ce que je vais faire pour elle. J'ai foi en l'être humain que je suis. 22 décembre 2004. Il neige dehors, recouvrant les ruelles de son beau manteau blanc, éclaircissant la noirceur de ce jour. Je pleure, sans cesse, depuis presque 2 mois. Depuis cette journée du 13 octobre, où j'ai déposé ma maman chez elle, au soir,
après avoir passé avec elle une journée magnifique. Depuis, ma vie n'est que noirceur, avec un tout petit peu de couleur, qui provient de ma réussite professionnelle. Je suis devenu en quelques mois le meilleur trader de la banque, et j'ai toute l'estime de mes collègues. Mais je n'en ai que faire. Cette tristesse est bien plus forte. Cette tristesse et cette haine aussi. C'est le dernier jour du procès. Mon beau-père, Guy Varèse, comparé pour le meurtre de ma mère. Il plaide non coupable. Pour lui, il l'a juste poussé lors d'une énième dispute conjugale. Mais moi, je sais très bien qu'il en est autrement. Il l'a frappé comme à son habitude. Le plus horrible étant que je suis responsable de cette dispute qui a éclaté à cause de la jolie robe que je lui avais achetée. Je pleure la mort de la seule femme que j'ai aimée. Je pleure de l'avoir laissée rentrer chez elle ce jour-là. Je me souviens de son regard, comme si elle pressentait que c'était la dernière fois que nous nous voyions. J'attends sagement le verdict. Foutez-moi la peine maximale à ce porc, qu'il croupisse en prison. Mais là autour de moi, tant de noirceur, que j'en distingue difficilement où je me trouve. Ma foi en l'être humain vient d'en prendre un sacré coup. L'accusé est coupable de mauvais traitements, de coups et blessures. Mais la mort est considérée comme accidentelle. Il ne prend que 8 ans de prison ferme. Ce type a pourri l'existence de ma mère, la mienne. Il nous a maltraités. Il a même fini par tuer celle que j'aimais le plus au monde. Et c'est ainsi qu'il est puni. N'y a-t-il donc pas de justice dans ce pays ? Tout est flou autour de moi. J'ai l'impression d'être perdu. Depuis l'annonce de ce maudit verdict, je broie du noir. Un noir très profond. Mon esprit semble aspiré par celui-ci. Ah oui. Excusez-moi, monsieur. Je peux vous emprunter le sel, s'il vous plaît ? Je la vois. Là, tel un miracle. Moi qui n'étais plus que dans un brouillard sombre, je vois cette jolie jeune femme qui vient de me demander le sel, alors que je me trouve dans une brasserie à côté de mon bureau où je viens manger le midi. Oui, bien sûr, mais à une condition, c'est que vous me le rendez. Elle me sourit. Elle est belle. C'est un tsunami de couleurs que je reçois. Oh mon Dieu, j'ai de nouveau foi. J'ai de nouveau foi en l'être humain. 14 juillet 2007. En ce soir de feu d'artifice, ma vie n'a jamais été aussi colorée. J'en ai vu des bleus, des rouges, des vertes. C'était sublime dans le ciel, sublime dans le reflet de tes yeux. Depuis que tu m'as emprunté le sel, ma vie ne manque pas de sel. Je le conçois, c'est un humour nul, mais ça reflète bien la vérité. Toi, petit bout de femme qui a bousculé mon existence, telle une tornade, que dis-je, un tsunami de couleurs. Il reste et subsiste au fond de moi un peu de la noirceur des drames que j'ai vécus. Mais telle la douleur, la noirceur n'existe presque plus si vous vous concentrez sur la couleur. Une couleur omniprésente, avec Patricia, celle que j'aime depuis plus de 2 ans, celle qui m'a redonné foi en l'être humain. Il est à présent minuit, et avant de rentrer dans notre jolie maison bourgeoise, achetée grâce à mes heures de dur labeur, nous passons par le petit parc, si joliment fleuri en cette douce nuit d'été. Bonsoir, messieurs, dames. C'est pas très prudent de se promener seul à cette heure-ci. Ils sont 4. Elles en veulent au sac à main de Patricia. Je m'interpose, leur montrant qu'il est hors de question qu'ils lui prennent. Les coups pleuvent, de toutes parts. Patricia essaie de me protéger et prend des coups. Elle tombe à terre devant moi, pendant que j'essaye de me relever. L'un d'eux la frappe à coups de pied violents dans son ventre. Elle gémit. Je suis en rage. Je repousse les autres et je me jette telle une furie sur ce salaud qui vient de frapper mon amour lâchement. Ma colère est telle que les autres reculent et me regardent massacrer leurs collègues.
Mes poings s'abattent violemment sur son visage. 1, 2, 3, 4, 10, peut-être 20. Il ne bouge plus. Les autres ont fui. Je me traîne alors jusque Patricia. Elle crache du sang. En pleurs, elle me dit alors: Le bébé, aide-moi s'il te plaît. Mon Dieu, elle était enceinte. Et elle comptait me le dire ce soir à la maison. Ambulance, police, infirmière qui me nettoie le visage. Un médecin s'approche de moi. Tout va très vite. Monsieur Durier, je suis désolé. J'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir, mais elle a perdu le bébé. Par contre, votre compagne va bien. Elle vous attend. Cette phrase, si sombre, si noire. Je pleure, mais un policier vient m'interrompre. Il interrompt mon cours d'œil du petit être que je ne verrai jamais naître. Qu'est-ce qu'il veut me dire? Monsieur Durier, il faut qu'on parle. Je sais que vous avez agi en légitime défense, mais les blessures de votre agresseur sont si fortes qu'il est en droit de porter plainte contre vous. Il a perdu l'usage de son œil droit. Il a la mâchoire et le nez fracturés. Et il risque même une paralysie faciale. Que voulez-vous que ça me fasse? Il peut crever. J'apprends qu'il peut déposer plainte contre moi. Et que, vu la gravité, je suis condamnable. La noirceur, ça recommence de plus en plus. Putain, mais c'est le monde à l'envers. Il faut que j'aille voir Patricia, que j'oublie le noir qui m'entoure, que je revoie un peu de couleur, que je reprenne foi en l'être humain. 21 juin 2008. Quelle belle journée. Patricia et moi, nous avons pique-niqué dans un parc non loin de la maison. À son air mutin, j'ai le sentiment qu'elle veut me dire quelque chose d'important. Allez, s'il te plaît, chérie. Je vois que tu me caches quelque chose. Balance. Comme réponse, elle me tend un test de grossesse positif. C'est ça. Ça y est. Je vais être papa. On va être parents. Oh mon Dieu. Plus de noirceur. Que de la couleur. Un déferlement de couleurs. Tel un arc-en-ciel. Oh putain, c'est juste génial. Je suis si heureux. Oh mon Dieu. On rentre alors à la maison, main dans la main, plus amoureux que jamais. C'est un moment si intense. Cette douce soirée est si formidable. Je regarde par la fenêtre et profite du jour le plus long. Il est 22h15 et la nuit n'est toujours pas tombée. Je me détends en prenant un bon verre de whisky. La télé reparle de cette affaire de jeune adolescente violée et poignardée. Ça fait vraiment froid dans le dos. C'est la 3e en 6 mois. L'homme qui commet ces horreurs est un monstre. Je ne peux m'empêcher d'imaginer que si c'est une fille que j'ai, je la protégerai de tout ça. Et que s'il arrivait malheur à celle-ci, je serais capable de tuer si on faisait subir ça à ma progéniture. Oh, trop de noirceur dans mon esprit d'un coup. Allez, je me resserre un whisky, profitant que Patricia dort. Je sais, ma chérie, je bois parfois trop, mais l'alcool m'aide parfois à avoir foi en l'être humain. 18 janvier 2009. Elisa. Elle s'appelle Elisa. 3,6 kg, 49 cm. Et c'est un ange. Tout s'est bien passé. Patricia a accouché dans une pièce remplie de couleurs. Les sages-femmes étaient adorables. Et là, je change pour la première fois ce petit être. C'est incroyable. Rien ne peut décrire ce sentiment. Aucun mot n'est assez fort. Je peux juste répéter inlassablement mon bonheur. Je suis père, je suis père, je suis père. Patricia a besoin de change, étant partie à la hâte avec la rupture de la poche des os. Je rentre donc à la maison, lui chercher tout ce qu'il lui faut. Quand soudain derrière moi, j'entends: Ah, c'est bien toi. Comment tu vas? Dis, t'aurais pas une pièce ou deux? J'ai pas mangé depuis un moment. Cette voix, c'est celle de Charlotte. Alors la rumeur disait vrai, quand elle disait qu'elle était SDF. Mais comment a-t-elle pu tomber aussi bas?
Il est vrai qu'elle avait grandi dans un climat social difficile, mais tout comme moi. Et pourtant, je suis à l'opposé d'elle. J'ai eu la volonté de réussir, moi. Elle a celle de se détruire. Il n'en reste plus rien. Elle est si maigre. On pourrait décoller le papier peint avec. Sûrement les ravages de la drogue. Elle me regarde, gênée, prête à se cacher derrière une de ses seringues qui jonche sur le sol. Charlotte a touché le fond, mais elle semble creuser encore. J'aurais pu lui donner une pièce, ou plus simplement lui tendre la main, comme elle l'avait fait pour moi lorsque j'avais 7 ans. Mais je suis désolé, je fuis la noirceur. Elle n'a plus de couleur. Désolé. En continuant ma route, je m'interroge. Quelle aurait été sa vie si elle était montée dans ma voiture, il y a quelques années de cela? À vrai dire, ça m'est égal. Patricia lui est en tout point supérieure. Je lui rapporte donc son change et je vais voir ma petite fille pour me remettre dans cette bulle colorée où la noirceur est sur les trottoirs à quémander. Et je me mets là où j'ai foi en l'être humain. 20 septembre 2010. Elisa n'est déjà plus un bébé. C'est une petite puce qui trotte déjà sur ses 2 jambes. Je m'émerveille de ses progrès, chaque jour. Ma vie n'est plus que couleur. Une femme adorable, une petite fille qui me comble et un job qui m'offre un train de vie plus que confortable. Bref, je suis heureux. Plus de noirceur, que de la couleur. Je regarde la télévision et je vois qu'il parle du tueur et violeur de jeunes filles. Il a été enfin arrêté. Tant mieux. À présent, tuez-le. Mais c'est pas vrai. Il s'appelle Greg Timonier? Oh mon Dieu. Mon ami de primaire qui vendait des photos porno? À bien y réfléchir, il n'a jamais été très net. Mais de là à être ce monstre pervers? L'idée qu'un jour j'ai pu fréquenter pareil individu me dégoûte au plus haut point. J'en ai fréquenté des drôles de personnes quand j'étais gosse, moi. Une future junkies, un futur violeur et tueur d'adolescentes. Mon enfance est loin d'être l'île aux enfants. Sans compter ce con de beau-père, qui d'ailleurs ne va plus tarder à sortir de prison. Mais bon, il me tarde que Patricia rentre des courses. Pour une fois que je rentre plus tôt, mes princesses ne sont même pas là pour m'accueillir. Tiens, un numéro inconnu. Tout s'assombrit. Un pressentiment. Bonsoir, monsieur Durier. Je vous appelle au sujet de votre femme et de votre petite fille. Elles ont eu un accident. Un véhicule les a percutées. Je suis désolé. Elles sont mortes. Non. Non, c'est pas possible. Non. Non, non. Pas ça, pas ça. Gardez foi en l'être humain. Non, non, non. 15 février 2011. Alvarez Joseph. Le frère du gars que j'avais défiguré dans le square. Pour venger celui-ci, il a percuté Patricia volontairement, espérant ainsi la défigurer. Mais il l'a tuée, ainsi que ma fille. Je survis depuis, m'accrochant au peu de couleurs que je peux percevoir uniquement dans mon boulot. Enfin, j'essaye de m'en persuader. Mais je ne suis pas dupe. La couleur n'est presque plus. Depuis ces quelques mois, je ne suis plus que l'ombre de moi-même. Et dans une ombre, il n'y a plus de couleur. Ce matin même, j'ai été convoqué dans le bureau de mon chef. Je suis viré. Je ne suis selon lui plus apte à faire ce métier. J'ai eu beau lui dire que c'était une mauvaise passe, qu'il aurait pu essayer de comprendre. Il n'a rien voulu savoir. Le plus incroyable est qu'il n'avait pas une once de compassion dans son regard. Rien. Après autant d'années de bons et loyaux services, à se servir de moi pour s'enrichir. Putain, ça ne se passera pas comme ça. Ils vont payer. Je me trouve devant la porte de prison,
à guetter dans mon 4x4 la sortie de mon beau-père. Il a été libéré un peu plus tôt que prévu pour soi-disant bonne conduite. Ah, le voici. Regardez-le, ce porc. Il a bien grossi apparemment. On bouffe bien en prison. Il est dehors, alors que maman n'est plus là. Elle est enfermée dans une boîte. Voilà ce que je craignais. Le résultat inéluctable de ces 10 terribles jours qui m'ont métamorphosé. Il n'y a plus de couleur, que de la noirceur des ténèbres qui envahit mon esprit. Le basculement vers ce nouveau moi, celui qui va bannir toute forme de gentillesse et bienveillance et de compassion pour laisser place à la haine, la colère, trop longtemps enfouie, frustrée en moi. Il est temps de passer à l'action. Je suis à l'aube du 11e jour et je peux vous l'assurer, je n'ai plus du tout foi en l'être humain.